Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la chaîne Twitch Delcourt Soleil Live. On est ici pour parler de manga avec les membres de l'équipe et on se donne rendez-vous environ une fois par mois pour parler des titres des éditions Delcourt Tonkam, Soleil Manga et des collections Keybooks et Moonlight. Aujourd'hui, on va parler des adaptations de jeux vidéo en manga, et notamment des licences Nintendo, mais pas que. Mais avant de discuter de tout ça, on va commencer l'émission par un tour de table de nos invités. Et on va commencer par Johanna. Bonjour, merci beaucoup de nous suivre ce soir. Moi c'est Johanna, donc je suis l'éditrice de la collection Soleil Manga depuis 2006. Et je laisse mon compère se présenter. Bonsoir, moi je suis Florent Gorge, traducteur-interprète pour Soleil Manga depuis 2004. Et puis je suis aussi éditeur, j'ai ma propre maison d'édition en parallèle. Et bonsoir, ravi de vous retrouver. Je suis donc Iker, le co-éditeur de Soleil Manga et qui donc a travaillé sur cette magnifique collection qu'on va vous présenter dès ce soir. Merci beaucoup pour vos présentations. Je me présente à nouveau au cas où il y a des personnes qui n'avaient pas encore vu les autres émissions sur Twitch. Je suis Célia, je suis coordinatrice marketing digital pour le groupe Delcourt et je m'occupe entre autres de cette chaîne Twitch et des réseaux sociaux Asie. Et j'en profite pour vous rappeler de vous abonner à nos réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Donc bonjour aux personnes qui nous rejoignent sur ce live. Donc bonjour Walking Game 76, bonjour Del Gaming et bonjour Cambouis. Voilà, sympa comme pseudo. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat si vous avez des questions en rapport avec le sujet du jour. Bonjour Tismo de nous avoir rejoints. Notre super Modo Maeva sera là également pour répondre à certaines de vos questions si besoin. Voilà. Et sinon, petit aparté, pour la première fois, on vous propose un petit concours pour gagner des goodies Nintendo. Donc, il y a notamment une figurine Zelda à gagner, un chapeau Mario, des porte-clés Animal Crossing et une pochette Splatoon 3. Voilà. Donc, il y a tout ça à gagner. Et donc, je précise que tous les goodies du plateau ne sont pas à gagner. Donc, l'épée ne fait pas partie. On tient à signaler. Voilà. Et donc, comment participer à ce concours ? Alors, on a donné une liste de mots à Iker, ici présent, qui doit caser pendant le live. Et vous, de votre côté, la mission, c'est de trouver les mots qu'on lui a donnés. Donc, par exemple, en fait, lors du premier live, on avait déjà fait ce petit défi, mais ça restait une private joke. Et c'était des mots comme poule, talon, aiguille ou déchet. Donc voilà, si vous avez regardé la première émission, ça devrait vous dire quelque chose. Et normalement, ce sont des mots qui se démarquent un peu par rapport aux discussions qu'on va avoir. Et dès que vous pensez à avoir un des mots que Iker doit faire deviner, vous postez dans le chat le hashtag concours suivi du mot. Et la première personne qui trouve le mot remporte un petit cadeau. Et il y a 5 mots à deviner au total. Et on ne saura pas du tout quand est-ce qu'ils seront dits. Sachant qu'il y aura des pièges, bien évidemment, hein, sinon ce serait un peu facile. Voilà. Et par souci d'équité, si vous avez déjà trouvé un mot, merci de laisser la chance aux autres participants. Voilà. Et en gros, n'écoutez que moi, puisque c'est que moi qui peux vous faire gagner quelque chose, hein, donc voilà. Perdez pas votre temps. Hein. On va clôturer la partie sur l'explication de concours et on va pouvoir parler du sujet du jour, donc des adaptations de jeux vidéo en manga. Donc Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Yoshi, Wario, Animal Crossing, Splatoon, ils ont comme point commun d'être des jeux vidéo, mais également d'avoir des adaptations en manga que vous pouvez retrouver en librairie. Et avec des actus comme le film Super Mario et la sortie du jeu Tears of the Kingdom de Zelda, on s'est dit que cette émission serait l'occasion de discuter justement de ces mangas. Et voilà. Donc si vous avez des questions, alors le piège, bien essayé. C'était bien essayé. Alors, et donc on a l'équipe Soleil Manga présente aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Et on va vous raconter comment ça se passe pour éditer ces titres. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier souvenir de jeu vidéo ou le premier jeu vidéo auquel vous avez joué ? Oui, je vais bien prendre la parole, même si ce sera moins intéressant que ce que va dire Iker, forcément. Donc, moi, mon premier souvenir, c'est la double cartouche Super Mario Bros avec Duck Hunt
Donc, je me souviens, ça devait être en 1987-88, puis 88. On était allé dans une grande enseigne avec une moquette grise, pour ceux qui s'en souviennent, où on a acheté une grosse boîte en carton, c'était la NES. Et on est rentré à la maison, on l'a branché, et on a commencé à jouer à Super Mario. Je m'en souviendrai toute ma vie, des musiques. Et puis surtout, dans Duck Hunt, du chien qui se moquait de nous quand on ratait la cible. Il fait comment le chien? Il fait comment le chien? C'est un truc comme ça. Magnifique. Un truc comme ça, là. Ok. Moi, je me souviens pas quel est mon premier vrai souvenir parce que j'ai toujours eu l'impression qu'ils m'entouraient les jeux vidéo. Mais le premier vrai contact, conscient, c'était un mercredi après-midi quand un pote après Noël me dit tiens, j'ai eu un ordinateur pour Noël et j'étais tout content donc je suis allé chez lui. Puis c'était une Atari 2600 et on a joué à Space Invaders et Pac-Man pendant des semaines après chez lui. Voilà. Alors c'est vrai que vous risquez d'avoir que des souvenirs de jeux très anciens, donc je vais rester dans ce domaine-là aussi, début des années 80. Moi j'ai vraiment des souvenirs que j'ai des jeux vidéo, c'était des jeux vidéo en bande d'arcade, donc à une époque où on pouvait encore entrer dans des bars sans se faire dégager quand on avait moins de 16 ans. Et moi c'est 2 jeux, en particulier l'un, Kung Fu Master, pour ceux qui ont pu connaître cette espèce de beat'em up où on tabassait plein de gens. Et Arkanoid, voilà, un casse-brique. Donc ça se fait plus beaucoup les casse-briques de nos jours, mais voilà, c'était des vraies expériences extraordinaires qui m'ont marqué à cette époque-là. Merci beaucoup pour ces jolis souvenirs. Et quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez du coup imaginé pouvoir travailler sur du manga ou sur du jeu vidéo? Je vous laisse répondre. Choupi. Non, pour moi, c'était un loisir, c'était inaccessible. En plus, c'était le Japon. Donc c'est vrai que quand j'étais enfant... j'étais fan des dessins animés japonais, j'étais fan de jeux vidéo et jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour ce serait mon travail. Et voilà, en plus je prenais l'école un peu au sérieux, donc je pensais que j'aurais un boulot un peu sérieux et puis en fait non. Et voilà, mais je suis hyper heureuse de pouvoir travailler dans ma passion et mon loisir au quotidien. Ouais, pareil. Moi, j'ai eu la chance d'aller vivre un certain nombre d'années au Japon, 7 ans, et c'était un rêve de gamin. Et de pouvoir apprendre la langue japonaise et maintenant de pouvoir en vivre, ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis, ma deuxième passion, c'était les jeux vidéo. Donc, quand Soleil m'a confié un certain nombre de titres liés à ma deuxième passion, voilà, j'avais fait le combo japonais, jeux vidéo. Enfin, voilà, c'était parfait. Donc, je suis très satisfait et très heureux de la vie que je mène aujourd'hui. Alors me concernant, une fois passé mon rêve de devenir tennisman, après avoir écumé les cours comme une limace et être tombé comme une crevette face à des gens qui faisaient 3 fois ma carrure, je me suis recyclé vers ma deuxième passion, qui était le manga et les jeux vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de me battre pour arriver à travailler sur ces métiers-là. Et l'autre rêve, c'était de partir au Japon tout frais payé. Et ça aussi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et voilà, c'est un rêve que je vous invite à tous poursuivre, même si on ne vous laissera pas notre place facilement. Néanmoins, voilà, je suis ravi d'avoir pu accomplir mon rêve. Ok. Et du coup, Johanna et Iker, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez été amenés à éditer des mangas adaptés de jeux vidéo? Oui. Alors, ça a commencé en 2006, en fait. On voulait créer une collection de jeux vidéo. Et on publiait des mangas hors Nintendo, hein. C'était comme Suikoden par exemple ou Castlevania. Et un jour en fait, à l'époque, moi j'étais une jeune recrue fraîchement arrivée. J'avais été engagée par un monsieur qui s'appelait Pierre-Alain Zighetti, qui connaissait donc Florent et qui était traducteur à l'époque de shoujo. Voilà, on peut le dire, pas très intéressant, mais voilà, c'est des petits shoujo sans prétention. Et puis un jour, il vient dans le bureau avec des mangas Zelda, et voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut publier. Et alors c'est vrai que Pierre-Alain, lui, était d'une autre génération encore, et c'était pas trop son domaine, mais voilà, il a cru à ce que Flo voulait faire. Moi, j'étais secrètement hyper contente de pouvoir bosser sur ce genre de projet. Mais ça a pris quand même plusieurs années et entre le moment où on a commencé à en parler aux Japonais et où les droits étaient totalement bloqués, c'est-à-dire que mon prédécesseur, il était un peu face à un mur, c'est-à-dire que les mangas Zelda étaient publiés uniquement au Japon, ça ne sortait pas du Japon.
et on pouvait pas négocier les droits. Enfin, c'était non, quoi. En gros, Nintendo voulait pas se prendre la tête, tout simplement, et il y avait que Shogakukan qui avait les droits, et ça sortait pas, comme le disait. Et je crois que Piranha a eu une idée assez géniale en fait pour débloquer. Il faut le dire, hein, c'est Soleil qui a débloqué les droits pour les mangas Nintendo. Hein. Pour l'international, c'est-à-dire que ça ne sortait pas du Japon. Et grâce à l'idée de Pierre Alain, qui était carrément excellente, il a débloqué non seulement pour la France, mais en plus pour le monde entier. Voilà, en gros, pour résumer, on peut le dire ou pas ce qu'il a fait? Ben, je sais pas trop, non. Bof, non. On va garder cette technique-là parce que si on s'en resserre une autre fois, on va se regarder. Il a une idée géniale, vous ne saurez pas ce que c'est, mais c'est c'était vraiment bien. Hein. C'était une super idée. Hein. Bah, c'était tellement bien ça que. peut-être un peu frustré les par lecteurs, contre, le pauvre, pour la petite histoire, il est parti retourner vivre au Japon. Donc, il a quitté l'aventure en cours de route. Mais du coup, c'est vrai qu'on a continué à travailler avec Florent et on a continué à faire aboutir l'idée en fait de Pierre Alain. Voilà. Non, sur notre CV, on met bien que c'est nous qui l'avons trouvé, bien évidemment, hein, c'est normal, mais. Et donc, pendant notre deuxième voyage au Japon avec Iker, moi, je me souviendrai toujours de Monsieur Shindo, qui à l'époque s'occupait des droits étrangers chez Shogakukan. Et c'était un petit monsieur très gentil. Et on l'a vu arriver en courant dans le couloir. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'était des rendez-vous assez sérieux, costard cravate et tout. On était assez guindés tous. Et il est arrivé en courant, super heureux, avec une feuille dans la main. Et c'était le mail de Nintendo qui disait « C'est bon, vous avez Zelda ». Et là, on était heureux, on avait envie de pleurer de joie, tellement c'était comme dans les mangas. C'était merveilleux. Et voilà. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis comme vous étiez vraiment très gentil, quand vous êtes rentré, vous m'avez appelé, j'étais le premier à recevoir un coup de fil. Ils m'ont dit « Flo, elle est pour toi la série ». J'ai fait « Yes !» Dépêche-toi, voici les délais. Et c'était lequel c'était un Zelda et c'était lequel Link to the Past. Link to the Past. C'est le Link to the Past des Akira Himekawa. Donc c'est pour ces mangas-là qu'on a. En fait, c'était la porte d'entrée à Nintendo en termes de licence de manga. C'était les mangas des Akira Himekawa. Donc les Zelda, le premier étant Link to the Past, et ensuite on a enchaîné qui est devant, c'est ça, avec Ocarina. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est un autre. C'est un Akira Himekawa, mais ça c'est à Twilight Princess. C'est un autre, d'accord. En fait, ce qui est amusant, c'est que sur cette série-là, nous on a choisi de sortir Link to the Past en premier, alors que en vrai au Japon le premier et dans les autres pays aussi, c'était le Ocarina of Time qui était sorti. Sauf que, étant un grand fan de Link to the Past, j'avais réussi à convaincre Johanna de sortir d'abord le one-shot. J'étais pas dur à convaincre, hein. Moi c'est un peu Link to the Past, c'était la bande-son de ma jeunesse aussi. C'était le jeu auquel tout le monde jouait quand on était enfant. Je pense qu'il a marqué les esprits en France, en tout cas très fort. Et en tout cas des gens de notre génération. Mais c'est moins bien vendu qu'Ocarina of Time. Logique, mais c'est vrai qu'objectivement, tous ceux de notre génération, Ocarina of Time, A Link to the Past, ça restait la référence. Donc, ça ne me choque pas que vous ayez sorti celui-là en première. Très bien. Okay. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour la suite, après justement ce Zelda, les autres titres, les autres licences? Après ce Zelda, en fait, on a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase des beaux livres qui a enchaîné. Et après, c'est plus dans le détail, c'est plus Johanna qui a un suivi plus important. En fait, on a débloqué le premier Zelda en 2009. Ensuite, en 2013, donc, on a lu le Hyrule Historia, qui était une autre aventure en fait, qu'on a vécue aussi avec Florent Gorge, parce que c'est aussi lui qui nous a apporté ce projet, puisqu'il travaillait en fait sur le livre avec les Japonais. Donc, peut-être, si tu veux raconter un peu ce qui s'est passé. Oui, ça fait 17 ans en fait que j'écris dans un magazine japonais officiel Nintendo. J'ai une rubrique tous les mois dans ce magazine et ils travaillaient en secret donc sur ce projet Hyrule Historia. Et j'étais au courant et ils avaient besoin d'informations, ils avaient besoin d'aide, donc je leur fournissais un certain nombre de documents dont ils avaient besoin. Et donc, je connaissais le projet, je vous en avais touché 2 mots en disant, bah voilà, après le manga, il y a ça qui va sortir, ça va cartonner, il faut que vous soyez prêts. Et donc, vous avez fait une offre, dès que le bouquin est annoncé, votre offre, elle était déjà faite, en fait. Et voilà, vous avez réussi à avoir le truc, quoi. C'est ça. Ouais. Et ensuite, en 2014, on s'est lancé dans les mangas Mario. Donc, c'est des petits mangas... qui était déjà en cours de publication depuis pas mal de temps au Japon. C'était moins évident que Zelda parce que le style graphique était un petit peu différent, la cible était différente aussi parce que c'est plus pour les enfants. Moi, j'y croyais pas une seconde, pour être tout à fait honnête. Voilà. C'est vraiment Johanna qui y a cru. Honnête, j'étais un peu seule sur ce projet.
Mais voilà, étant une grande fan de Mario, je me voyais pas passer à côté de ça. Donc je l'ai fait sans prétention et au final c'est plutôt un bouquin qui fonctionne bien. Moi je suis contente de le publier et il y a pas mal de gens qui sont contents de le lire, donc c'est cool. Et après Mario, donc, on a continué sur la lancée, hein, donc on a publié une petite pépite. Donc c'est celui-ci, c'est aussi un A Link to the Past, mais de Shotaro Ishinomori. Donc il y a un auteur culte au Japon. Une des légendes avec Tezuka, il fait partie du top 5 des mangaka les plus respectés. Kamen Rider, quoi. Entre autres. Kamen Rider, et puis c'est un peu lui qui a inventé le super-héros à la japonaise, un peu à la Ultraman, et qui faisait partie de cette génération-là dans les années 70, qui a fait émerger un style bien particulier. Et donc il a fait ce truc-là. Et en fait, pour en revenir à l'époque, je sais que vous cherchiez d'autres mangas Zelda, parce qu'il y en a eu d'autres avant même Akira Himekawa, mais qui sont impossibles aujourd'hui à obtenir en droit. Et vous m'avez posé la question, il reste quoi comme manga? Je vous avais dit, il y a ça, mais c'est super dur à trouver, c'est rare. C'est sorti aux États-Unis sous forme d'épisodes dans un magazine mensuel, le Nintendo Power. Et au Japon, il est sorti en volume relié. Il y a peut-être moyen de le récupérer, en fait. C'est aussi chez Shogakukan. Et vous m'avez demandé, tiens, tu peux pas nous envoyer j'étais au Japon à cette époque, tu peux pas nous envoyer un exemplaire? Mais c'était introuvable, c'est ultra culte, ça. Et j'ai réussi à en trouver un pour 20 000 yens, ça fait 180 €. Ça fait cher quand même. Et vous avez demandé les droits. Ça n'a pas été simple, mais Shogakukan a réussi à débloquer. Non, c'est qu'ils ne voyaient même pas de quoi on parlait, en fait, quand on a demandé. C'était tellement vieux et ancien. C'était un peu le trésor enfoui, caché. Première moitié des années 90. Donc, c'était d'ailleurs publié aux États-Unis en premier, non, il me semble. Ah ben oui. Alors... Quoi, le volume relié ou... Non, le chapitre. Ah oui, sous épisode, aux États-Unis, Nintendo et donc Power. là, vous avez la version originale du Japon et là, la version française. Mais vous étiez là encore les pionniers parce que c'est sorti après, vous avez débloqué les droits et après, c'est sorti aussi aux États-Unis. Ouais. Bravo. C'est bien d'avoir quelqu'un d'externe qui nous passe la pommade. Honnêtement, moi, je suis assez content de l'avoir invité, ce garçon. Effectivement, c'était une bonne idée. Et donc ensuite, on a continué sur notre lancée avec Splatoon en 2017, donc autre licence Nintendo, qui n'a pas été évident à obtenir, celui-là. Celui-là, on a eu d'un seul coup une concurrence vraiment accrue. Et là, c'était fini le côté, on était les seuls. On s'est retrouvés face à des mastodontes d'éditeurs. Enfin voilà, pour vous qui suivez le jeu vidéo, vous savez qu'il y a d'autres éditeurs qui sont bien plus forts que nous. Là-dessus, on était vraiment les petits agneaux au milieu des lions pour essayer de garder Nintendo, parce qu'on s'est retrouvé avec une concurrence vraiment accrue. Et là aussi, on a réussi à faire travailler tout le service manga et les services annexes pour monter un projet global. Là, c'est vraiment là aussi Johanna qui a chapeauté ça pratiquement à bout de bras pour vraiment arriver à convaincre les Japonais de continuer à nous faire confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était en charge de vendre les droits de Nintendo avait changé chez Shogakukan et ils ne nous connaissaient pas. Et on repartait un peu de zéro. Et c'est vrai qu'on a dû monter tout un dossier, une sorte de plan éditorial global pour bien tout leur expliquer ce qu'on avait déjà fait et que c'était à nous qu'il fallait le donner, même si on n'avait pas l'offre financière la plus importante. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mis toute l'entreprise à contribution. J'avais fait des photos des équipes pour que les gens un peu de chez Nintendo voient les humains qui bossent derrière et essayer de faire un peu pleurer dans les chaumières là-bas. J'avais mis Flo en avant aussi en tant que spécialiste Nintendo, qu'on avait le meilleur traducteur et que c'était vraiment à nous qu'il fallait le donner. Venir aussi, moi. Voilà. Et puis j'y suis allée vraiment au courage quelque part et sans la meilleure offre financière. Et donc au final, Nintendo a quand même choisi l'expérience et la bonne volonté plutôt que l'offre financière la plus importante. Donc, saluer ça aussi de leur côté. Mais c'était un sacré défi de l'obtenir, celui-ci. Ensuite, donc, on a continué après avec les Akira Himekawa, puisqu'on a publié le Twilight Princess, qui était sa nouvelle série, qui a quand même duré pendant plusieurs années, qui vient de s'arrêter, là, il n'y a pas très longtemps. Janvier dernier. On a sorti un autre beau livre, le Art and Artifact. Aussi, à chaque fois, gros livre, gros travail. C'est un peu des épreuves à chaque fois pour les équipes en interne de bosser là-dessus.
Alors, le Art and Artifact, c'était quand même une aventure assez particulière, puisque là aussi, c'est votre trio magique que vous avez devant vous qui est parvenu à négocier de façon assez exceptionnelle ces droits-là, puisque là aussi, on s'est retrouvé tel un petit agneau au milieu des lions, face à une grosse concurrence internationale, puisque on a été obligé d'aller jusqu'à Francfort et d'amener Florent dans nos bagages, même plus loin, dans notre chambre. Il n'y avait plus de chambre libre à Francfort, donc on l'a embarqué avec nous pour aller négocier directement avec les Américains pour conserver les droits. Et voilà, ça a été une âpre lutte à coût de milliers d'euros, mais aussi à coût de compétences et de connaissances. Et c'est vrai que l'appui là aussi de Florent a été déterminant, puisque il avait la confiance de Nintendo, et ça peut jouer dans ces moments-là entre travailler avec des partenaires réguliers à qui on a confiance et des gens qu'on ne connaît moins. Voilà, parfois ce genre de travail, ça paye. Donc, surtout que là, vous jouiez encore de malchance, parce que tout à l'heure, vous parliez de Shogakukan avec l'éditeur qui a changé, mais là aussi, pour les artbooks, à la base, c'était une boîte qui s'appelait Ambit, qui gérait, donc c'est la boîte dont on parlait tout à l'heure. Et quand ils ont vu le succès en fait de Hyrule Historia, quand ils ont fait le deuxième, donc Arte Artefact, ils se sont dit voilà, on va pas réussir à gérer les droits à l'international, on va tout confier aux Américains. Et donc il a fallu renégocier, alors qu'en bit c'était déjà gagné pour vous parce que vous les aviez déjà. Et rebelote en fait. Alors, à chaque fois vous devez renégocier, comme repartir de zéro quasiment quoi. Donc, Ouais, à chaque fois on doit repartir au combat dans des circonstances un peu particulières avec des nouveaux interlocuteurs et des nouvelles données, mais la constante quand même à chaque fois a été, moi je le note et je dis ça avec émotion quand même, parce que je trouve ça assez beau dans le monde dans lequel on vit, que ça existe encore ce genre de choses, c'est qu'à chaque fois Nintendo a privilégié la fidélité et l'expérience à l'argent, et je sais que c'est pas évident à croire comme ça, mais ça existe encore. Voilà, ils préfèrent pas prendre de risques avec leur licence. Bon, après, tu reviendras après sur le côté, justement, on veut pas prendre de risques avec le glossaire, avec voilà, ce genre de choses sur les adaptations à l'étranger. Mais voilà, c'est... Donc, pour continuer dans la... Attends, je vais juste t'interrompre juste un Vas-y. instant pour féliciter donc Iragi Junior pour avoir trouvé le mot limace et Tismo pour avoir trouvé le mot agneau pour ce concours. Donc voilà, il y a déjà 2 mots qui ont été casés pour l'instant. Je ne sais pas s'il y avait eu un autre mot entre-temps, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, félicitations pour ces 2 personnes-là qui gagnent un petit goodies Nintendo. Donc Maëva va vous dire comment ça va se passer, en modératrice bien sûr, va vous dire comment ça va se passer. et non, il n'y avait pas magique ni bagage. Non, désolé. Voilà, pas d'autre pour l'instant. Et du coup, c'est bon, je peux te relaisser parler, Johanna. Désolée pour cette petite coupure. Non, pas de souci. Donc, c'est un peu long. Hein. C'est vrai qu'on a publié pas mal de bouquins depuis 2006. Ça commence à dater. En faisant la chronologie moi-même, je me suis dit, waouh, on a quand même... ça fait du... Ouais. Ça fait beaucoup, après toutes ces années. Et c'est pas les anecdotes qui manquent. Hein. Ouais, Mine de c'est rien, ça. On a trop de trucs à dire. Donc après, on a publié en 2018 le Super Mario Encyclopédia, donc de chez Shogakukan également. Là aussi, ça a été un enfer, en fait. Là, pour le coup, l'enfer, il est plutôt dans le lettrage, puisque entre le texte japonais qui faisait 2 lignes, une fois traduit, vous aviez un chapitre de 5 lignes. Et fallait arriver à rentrer ça au chausse-pied sous les images, en maquette. Donc là, encore un grand merci à Wilfried Desachi, qui était notre maquettiste sur la plupart des beaux livres, et qui a fait un travail assez important. Et nous aussi, en relecture, avec les assistants éditos, parfois réduire des tailles de corps minuscules. Donc si vous abîmez les yeux sur nos livres, on est désolé, mais on n'avait pas le choix. Sachant qu'en plus de ça, réduire les textes au maximum Ouais. aussi, essayer d'être très concis dans les traductions. c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Donc, tous les enfants qui rêvent peut-être de traduire des mangas ou ce genre de choses, je les invite à être très sérieux pendant le cours du résumé, parce que savoir faire un résumé, c'est vachement important dans ce métier. Ou alors pendant les cours où on apprend à faire du haïku. Voilà. Ça, c'est bien aussi. La concision. La concision, ouais, parce on était vraiment dans le syndrome de ça dépend, ça dépasse. C'est ça. Ça rentre pas dans les cases. Et voilà. Donc, Faut tout réécrire. Ouais. faut tout réécrire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on recevait la traduction et le lettreur, il mettait dans les cases, mais c'est que tiens, ça rentrait pas. Donc, il fallait tout réécrire pour que ça rentre et changer les tailles de police. Et en fait, on a passé vraiment un temps fou sur celui-là en particulier, le Super Mario. Voilà pour la petite histoire. Cette même année, on a fait aussi le artbook de Splatoon. Alors, pour répondre à une des questions qui nous a été posée en chat, l'artbook de Splatoon 2 en français, pour l'instant, il n'est pas planifié. Voilà, on va pas vous mentir, hein, il n'est pas planifié pour l'instant.
Les ventes du premier artbook ont été loin d'être exceptionnelles, alors que le manga se vend extrêmement bien. Le artbook, c'était plus compliqué. Donc très honnêtement, pour l'instant, par rapport à ce que ça nous coûte de le produire, on n'est pas prêt à le publier pour l'instant. Ouais. Mobilisez-vous. Pour la petite histoire du artbook Splatoon, on a mobilisé pas mal de gens parce qu'on l'a publié assez en amont et du coup on manquait un petit peu d'informations sur le texte français parce qu'en fait une des contraintes de faire des bouquins Nintendo, c'est qu'on doit respecter à 100% les textes en français qui sont contenus dans les jeux en fait. Et notamment sur Splatoon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à des gens qui jouaient au jeu pour avoir les textes exacts qui étaient contenus dans le jeu. C'est là qu'on a découvert que notre fils de 7 ans avait éclaté le jeu dans tous les sens et on a récupéré tous les textes un peu chez lui. En fait, tous les accomplissements de missions et trucs comme ça que nous on n'avait pas ou qu'on trouvait pas. Et en fait, lui, il avait tout débloqué. Donc en fait, on a pu traduire avec la sauvegarde de notre fils de 7-8 ans à l'époque. Ouais. Plutôt pratique. D'ailleurs, j'en profite, il y a Zibi Game dans le chat. Zibi, qui est une joueuse de Splatoon émérite, et qui m'a filé quelques coups de main d'ailleurs. Quand il y a un terme que j'arrive pas à trouver, à traduire, parce que voilà, on parlait des glossaires, mais c'est ce qu'il y a le plus compliqué dans la traduction de licence. Elle me file des coups de main aussi, Zibi. Ouais, mais en plus, Splatoon, c'est particulier parce qu'on y a très dur. tous les équipements, des chaussures, des c'est un casquettes. Il y a vraiment beaucoup d'équipements, de vêtements et tout ça. Et nous, on fait une confiance aveugle à Florent pour traduire les mangas où il y a en plus les fiches techniques à la fin avec encore beaucoup de textes où il faut être super précis sur les termes français. Heureusement qu'on a Flo pour se charger de ça, quoi. Mais c'est vrai que même les glossaires qui nous avaient été fournis étaient assez incomplets parfois. Et sans le jeu, en fait, sans vraiment jouer au jeu, c'est très 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 compliqué. C'est-à-dire qu'on était obligé vraiment d'aller chercher chaque petit goodies, chaque petite chose. Parfois, il y avait même des équipements qui n'étaient disponibles que durant les festivals. Du coup, si on avait raté le festival, impossible de le trouver. Donc là, c'est vrai qu'on faisait un peu appel aux joueurs les plus fidèles pour pouvoir compléter notre glossaire et pouvoir vous proposer une traduction la plus fidèle possible. Et vu le prix de nos bouquins, c'était la moindre des choses. Donc encore un artbook en 2019 avec le The Legend of Zelda Encyclopédia. Encore un gros boulot de traduction sur celui-ci. En 2020, donc, on a publié une nouvelle licence Nintendo, Les Aventures de Kirby dans les étoiles. Donc la première série, parce qu'on en a publié une autre par la suite. Ensuite, encore un artbook, La création d'un prodige, donc sur le jeu Breath of the Wild. Aussi un gros morceau qu'on a terminé en plein Covid. En plein Covid, ouais. Voilà. Là, c'est vrai, pour le coup, il a été entièrement relu en plein Covid. Donc là, c'était pour le coup mon fils et moi qui avions acheté le jeu et on a profité de nos heures de travail pour compléter la relecture en jouant au jeu et en allant chercher là aussi la moindre petite information, le petit endroit, le petit truc qui manque, la petite traduction qui manquait. Ça a été assez long aussi. Ouais. C'est beaucoup plus long qu'on ne le croit sur tous les beaux livres. Ceux qui n'étaient pas complètement traduits par Flo, notamment, étaient parfois compliqués à avoir totalement de façon complète. C'est ça. Ensuite, on a publié un spin-off de Splatoon qui s'appelle Histoire Poulpe. En fait, c'est un manga de Yonkoma, les petits gags en 4 cases. En 2021, on a publié Yoshi's New Island, le manga. Et la même année, le manga Wario, Yo, c'est moi Wario. Et la deuxième série Kirby, Kirby Fantasy Glutonnery à Dreamland, celle qui est là. Et enfin, donc la dernière licence qu'on a débloquée, c'est la licence Animal Crossing. Donc en 2022, on a sorti Animal Crossing, le journal de l'île. C'est celui-là, je crois. Ouais, oui, c'est lui. Et là, prochainement, on publie en juin Animal Crossing, l'île de la détente, donc version un peu plus pour les filles de manga Animal Crossing. Et on publiera également la suite en fait de la série Splatoon qui part sur un deuxième arc. Donc au Japon, ils ont décidé de repartir à 0, enfin à 1. On repart sur un tome 1, mais c'est le même auteur. Et c'est donc Splatoon, la contrée Clabousse, qui se passe dans l'univers de Splatoon 3. Voilà. Ok, super. Ça en fait beaucoup des titres quand même. C'est reparti pour un tour, ouais. Et
Du coup, pour les personnes qui connaissent surtout les jeux vidéo, est-ce que vous pouvez présenter un peu les différents types, enfin, c'est quoi les spécificités des adaptations des jeux vidéo en manga, en fait? Les différents types que vous retrouvez, est-ce qu'il y a des choses, enfin, parce que effectivement, c'est assez différent entre un Twilight Princess et un Kirby ou un Mario. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça se passe Il y a une différence majeure, c'est que suivant le magazine de prépublication dans lequel ils sont publiés, les obligations ne sont pas les mêmes. Ça, Flo pourra vous en dire un peu davantage. C'est notamment pour faire des gags qui ne suivent pas vraiment une histoire principale, il n'y a pas besoin d'un contrôle, alors que quand vous faites un Twilight Princess, là, pour le coup, j'estime il y a plus de contrôle, quoi. Oui, effectivement, en fonction du public, c'est pas du tout le même contrôle qualité, entre guillemets. Et au Japon, il y a un magazine qui est ultra culte chez les enfants en bas âge, enfin, on va dire les écoliers, ceux qui sont à l'école primaire. C'est un magazine qui s'appelle Korokoro. Alors lui, il a une ligne éditoriale qui est très spéciale, avec un cahier des charges qui est assez spécifique aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 gags par page. Et à chaque fois, des gags qui mélangent le visuel, le calembour, et c'est un enfer à traduire. Et ça, pour le coup, Nintendo est plutôt libre. Il laisse les auteurs se faire plaisir avec des gags, des calembours. Et c'est pour ça que c'était risqué sur le Mario, parce que ça, c'est un typique Korokoro, avec des gags qui peuvent surprendre, on va dire, les fans hardcore de Mario, qui disent mais Mario, il lâche pas des proutes, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc ils sont parfois ridicules, on va pas se manquer. C'est un peu caca, pipi caca, ouais. C'est pour les enfants. Et donc, c'est vrai que ça fait rire beaucoup les enfants. Et, moi, ça me fait rire. Et à contrario, un Twilight Princess ou même les adaptations des mangas Zelda, il faut savoir que les jeux Zelda ne sont pas destinés aux enfants, c'est minimum Peggy 12 la plupart du temps. Et donc, ce n'est pas publié dans les magazines pour enfants. Et donc à partir de là, Nintendo a un contrôle qualité qui est un peu plus exigeant et il regarde vraiment ce qui se fait dans le moins de détails. Ouais. D'accord. Et c'est quoi, en tant qu'éditeur ou traducteur, c'est quoi les difficultés de travailler sur ces mangas que vous rencontrez? Voilà. Je vais commencer par moi, effectivement. On pourrait croire que c'est ce qu'il y a de plus simple, ce que tout le monde connaît, etc. Ben non, c'est au contraire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est ce qui prend le plus de temps. On n'arrête pas de parler des glossaires depuis tout à l'heure, mais en fait, un glossaire, c'est un fichier Word qui peut être interminable. Ceux de Nintendo font plusieurs mégas. Un fichier Excel qui fait plusieurs mégas, il faut quand même en mettre pas mal d'infos. Sans images. Et sans images, ouais. Et donc, c'est le listing de tous les termes officiels à utiliser. Le truc, c'est que là, je vous donne un exemple concret, mais je suis en train de... Ce week-end, j'ai passé une bonne partie de mon dimanche à traduire Animal Crossing. J'ai passé 1 heure sur une recette, en fait. Ça fait juste une bulle et demie, hein. Parce qu'il fallait que je retrouve en fait le nom officiel de tous les ingrédients. Et j'ai pas le glossaire d'Animal Crossing. Donc c'est sur Internet ou alors sur ma console que je dois aller chercher. Et donc je peux passer 1 heure sur une bulle. Alors qu'un manga lambda, entre guillemets, j'aurais entre guillemets le choix de la traduction. Et ça m'aurait pris 15 secondes. Mais non, dans Animal Crossing, si tu n'as pas le terme technique sur les réseaux sociaux, tu peux te faire défoncer. Donc ça prend énormément de temps de traduire les mangas officiels. On est garant vis-à-vis de Shogakukan et de Nintendo de la traduction fidélité, et de la fidélité de la traduction. Et régulièrement, ils nous rappellent ça. Est-ce que vous respectez bien le nom de tous les personnages? Alors, oui. Et effectivement, Flo fait partie de ces garants qui nous permettent de fournir un texte fidèle à la traduction française des jeux. Parce que c'est ça, en fait, le truc particulier. C'est qu'on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous publiez un manga lambda, il n'y a rien eu avant, c'est une œuvre originale de l'auteur de manga, le traducteur traduit ce qu'il veut. Et même après, s'il y a un animé, souvent, le traducteur de l'animé va se calquer sur la traduction de manga, si c'est bien fait. Il se met d'accord sur les termes et il respecte. Mais en revanche, là, c'est l'inverse. Notre traducteur, il doit se caler sur la traduction officielle du jeu vidéo, donc qui est déjà faite quelque part, et ça demande le double de travail, voire plus. Après, l'autre difficulté, c'est... J'ai pas traduit tous les Mario, j'ai fait que les 12 ou 13 premiers volumes, c'est traduire les gags.
Alors ça, c'était... j'ai pu passer au moins 1 heure sur un gag, en fait, parce que la plupart du temps, ils sont totalement intraduisibles. Il va se passer un truc, puis sur la page d'après, tu as Mario qui est déguisé avec un costume traditionnel japonais. Et c'est rigolo parce que si tu comprends le japonais, il y a un calembour dedans, et donc voilà. Mais en français, c'est absolument intraduisible. Et sur un manga comme ça, on peut pas se permettre de mettre des astérisques en disant tiens, il y a une note. Alors c'est drôle parce que voilà pourquoi c'est drôle. Ouais. Et ça, non, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et surtout pour les mangas pour les enfants, ça doit être drôle tout de suite. Et donc, on est obligé parfois de réinventer des gags pour que ça colle avec le visuel. Voilà. Et ça, c'est une des difficultés des mangas de type Koro. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement une petite... Enfin, c'est quoi un peu le gag dont tu es le plus fier d'avoir traduit ou Je peux pas le dire ici, mais, mais là, dit comme ça, je sais pas, mais je me souviens plus, mais j'aime bien trouver... Il y a un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est modifier ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. Par exemple, haut comme 3 pommes. Bah, tu mets pas haut comme 3 pommes, mais je suis haut comme 3 sushis, tu vois, un truc comme ça. Et tu peux faire plein de gags en fait avec la culture japonaise en trouvant une expression française, mais que tu vas adapter avec le visuel japonais. Donc c'est des techniques un peu comme ça, tu vois. Tu trouves des expressions françaises bien connues qui collent au dessin. Ouais. Tu as un dessin qui va être humoristique et ça te fait penser à une expression française que tu connais bien et tu peux la caser du coup à ce moment-là pour créer le gag parce qu'il n'est pas traduisible en français. Ouais, mais alors tu adaptes quand même effectivement la situation pour que ça s'adapte à ta phrase. Mais au final, l'auteur il serait content s'il apprenait qu'on a modifié son gag parce que l'essentiel c'est d'arriver à faire rire le lecteur, l'enfant. S'il rigole, c'est que la mission est accomplie, quoi. Alors moi, c'est vrai qu'en termes de problématiques, je vais revenir bien en arrière, ça a été sur les tout premiers. Puisque alors, les tout premiers livres Zelda, on a carrément dû faire valider les intérieurs. Et à l'époque, c'était par Nintendo of Europe. Donc ça a été une aventure un peu dingue, hein, parce qu'on envoyait en Allemagne valider nos bouquins avec plein de gens d'un seul coup qui se retrouvaient impliqués dans la relecture. Donc il fallait justifier son salaire, donc ils nous trouvaient des fautes qui n'existaient pas. Donc on se retrouvait à devoir Johanna qui devait écrire, leur dire mais non, en français on dit comme ça, merci s'il vous plaît. J'ai envoyé des pages du dictionnaire à Nintendo of Europe pour leur prouver qu'on avait raison en fait. On envoyait des pages par courrier avec des bouts de scotch dessus pour dire mais si regardez là ça peut pas être ça. Enfin voilà, c'est un peu interminable et du coup on a été obligé de reporter la sortie de plusieurs titres. Notamment les Ocarina of Time. Problème de validation. Parce que les validations prenaient énormément de temps. Et au fil du temps, au bout d'un moment... Parce qu'en fait, sur un manga classique, généralement, on fait valider la jaquette et la page de copyright, alors que là, ils nous demandaient de faire valider chaque page. Donc, quand tu es sur un truc qui fait 200 pages ou même 300 pages sur un Hyrule Historia, effectivement, tu prends 3 à 6 mois à faire valider ton, et au bout de ton 4 ou 5 mois, officiellement, on estime qu'on a travaillé tellement bien qu'ils nous ont laissé tranquilles. Ou alors, ça les a tellement saoulés qu'ils se sont dit débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Donc, bon, c'est l'un ou l'autre, hein, mais voilà, en tout cas, on... C'est vrai que maintenant, on ne fait plus valider chaque page. Non, les intérieurs sont plus validés. Ouais. Même pour les beaux livres. Voilà. Dans le chat, il y a des mecs au taquet. Hein. Ouais, et on peut féliciter Morgui17 pour avoir trouvé le mot scotch. Donc, félicitations. Donc, Maëva va mettre la petite procédure à faire pour les gagnants du concours. Donc, on rappelle, donc, les premiers gagnants, c'était Iragi Junior avec Limace, Tismo avec Agneau et Morgui17 avec scotch. Bravo à tous les 3. Voilà, bravo à tous les 3. Il y aura encore 2 mots. Force à la Sano. Ok. Et sinon, c'est quoi votre plus grande fierté sur cette collection ou toi, Florent, en tant que traducteur, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être impliqué quelque part un petit peu dans cette belle histoire qu'est la saga Zelda, quoi. C'est effectivement pour moi un honneur assez immense de me dire que je suis le traducteur officiel des mangas. Ça, franchement, c'est cool. Enfin, à mettre dans son CV, c'est... Ça claque. Hein. Ça claque, voilà. Donc, merci à Soleil de m'avoir fait confiance. Ouais, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Ouais. Moi, c'est les ventes. Clairement, encore merci à tous. Hein. Voilà, faut bien comprendre aujourd'hui, Soleil Manga pendant très longtemps était un éditeur majoritairement shoujo. Aujourd'hui, plus de la moitié des ventes du catalogue sont des ventes jeux vidéo et en particulier Nintendo. Donc, évidemment, après tout ce que vous avez pu entendre sur les difficultés et le travail qu'on a donné pour arriver à ce résultat-là, oui, la grande fierté, c'est qu'effectivement, Soleil Manga aujourd'hui est à ce niveau grâce en grande partie à ce catalogue Nintendo. Et toi, Johanna, est-ce que tu as... Moi, ma plus grande fierté, c'est Splatoon, parce que c'est celui sur lequel j'ai vraiment le plus travaillé.
J'ai des souvenirs de passer des nuits blanches à essayer de trouver des arguments pour Shogakukan, pour Nintendo surtout, de nous confier la série. Et en plus de ça, j'étais celle qui croyait le plus. C'est vrai que on peut pas dire que les autres y croyaient beaucoup à Splatoon. Et le fait que ma plus grosse fierté, c'est d'avoir réussi à l'obtenir. Et puis que derrière, ce soit notre best-seller chez Soleil Manga, c'est ma plus grosse fierté. Ah bah, Et aussi, ça me rend fière pour mes enfants parce qu'ils adorent ce jeu aussi. Et que... Voilà. Il faut bien comprendre qu'on a des enfants qui viennent nous réclamer sans arrêt pourquoi on n'a pas Naruto ou My Hero Academia. Ça fait quand même plaisir de pouvoir ramener à la maison des mangas Nintendo qui leur font plaisir également. Donc, voilà. Surtout que c'est la nouvelle génération, quoi. C'est-à-dire que Splatoon, moi, c'est pas ma génération à moi. C'est vrai que c'est pas notre génération à nous. C'est la génération de nos enfants, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un risque quelque part. On n'était pas dans notre zone de confort, on n'était pas dans ce qu'on connaissait. Après, moi, c'est vrai que cet univers hip-hop avec des calamars et tout, je trouvais ça génial. Il y en avait qui ne comprenaient pas trop le délire. C'est trop bien Splatoon. Mais je suis contente d'avoir eu cette nouvelle génération. Après, c'est pareil avec les Animal Crossing, parce que bon, c'est un peu plus ancien quand même. Il y avait les autres Animal Crossing, mais avec le New Horizon qui est sorti, c'est avec ça qu'on a commencé les licences de manga. C'est pareil, c'est la génération de nos enfants, ils sont complètement fans. C'est une grosse fierté, ça, d'avoir pu faire la transition entre les anciens jeux et les nouveaux. Ok, super en tout cas. Sinon, est-ce que c'est quoi un peu les retours que vous avez des lecteurs des mangas Nintendo? Je sais que justement vous recevez du courrier de temps en temps de fans, il me semble. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter à ce sujet? C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de courriers de gens assez jeunes, ça, sur ce lectorat-là. Ce qu'on essaie de faire parfois quand on a des petits goodies, c'est de renvoyer des goodies, leur envoyer des petites choses. On n'en a pas toujours, donc c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. On a reçu des lettres très mignonnes avec des dessins de Mario super mignons. Moi, je me souviens au tout début, quand on a commencé Zelda, c'est une lettre assez ancienne. On avait reçu une lettre d'un gamin qui avait dessiné Epona, le cheval de Link, c'était adorable. Et puis, c'est des enfants qui disent « Ah, merci beaucoup, le manga, il est super ». Alors souvent, ils s'adressent à l'auteur qui a dessiné, parce que voilà, ils comprennent pas forcément, c'est un auteur au Japon, nous on est juste l'éditeur et tout, nous on reçoit, on essaie de faire passer comme on peut aux auteurs, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre nous. Mais en tout cas, nous en tant qu'éditeurs, on est toujours super contents de voir qu'il y a les enfants qui nous suivent et qui nous envoient des petits mots gentils. J'ai souvenir aussi d'une maman qui nous avait écrit et qui nous avait dit que sa fille avait adoré, je ne sais plus quel manga c'était, enfin c'était un manga Nintendo, et en fait la lettre était vraiment très touchante, on lui a renvoyé un bouquin gratuit, on lui a offert un bouquin, et en fait elle nous a répondu en nous disant merci beaucoup, en fait ma fille est à l'hôpital et grâce à vous elle croit au Père Noël, enfin voilà, un truc très touchant, et en fait on ne savait pas du tout que sa fille était à l'hôpital à ce moment-là, et du coup voilà, comme quoi il y a une bonne action parfois inattendue. Elle ne le trouvait pas, le livre. Oui, elle ne le trouvait pas au Canada. Ils avaient beaucoup de mal à les procurer, donc voilà. Et c'est vrai que sur l'instant, toute l'équipe, on avait fait ça ensemble avec toute l'équipe édito, et ça nous a touchés. Voilà. Comme quoi, c'est parfois un beau geste, très touchant. Jolie histoire en tout cas, très touchant effectivement. Attends, je pleure un peu d'abord. Et donc, effectivement, vous avez sorti beaucoup de licences et j'imagine que vous aimez toutes vos séries d'une manière égale, mais est-ce qu'il y a quand même une série que vous préférez dans le lot? Enfin, c'est quoi votre petit chouchou dans toutes les séries Nintendo que vous avez pu sortir? Pour moi, c'est Kirby Fantasy. Je l'adore. Moi, j'adore Kirby. Voilà, c'est dit. C'est mon chouchou. J'ai fait le dernier Kirby que j'ai fait, c'était le Kirby et le monde oublié. Je l'ai fait avec mon fils. C'est vrai qu'on aime bien se faire des jeux ensemble parfois, donc on était très fiers de l'avoir fini à 100%. Moi, j'adore Kirby parce que le personnage en lui-même, je le trouve génial. Il mange tout le temps, il est mignon. En plus, les designs de la nouvelle série, parce qu'en fait, Fantasy, c'est la nouvelle génération de Kirby, parce qu'il y avait l'ancienne génération, donc avec la série Kirby dans les étoiles, on voit que le design, il est un peu plus vintage. Mm-hmm. Et sur la nouvelle série, Kirby Fantasy, il a une petite bouche de chat, donc qui est super tendance.
avec des petites babines. Et moi, ça me fait mourir de rire. Je sais que c'est de l'humour, comme disait Flo, pour les enfants, à destination des enfants. Mais moi, ça me fait toujours bien marrer. C'est des petits gags, des petites histoires. C'est très plaisant. Ça se lit de façon super détendue. C'est vraiment... quand on n'a pas le moral et tout, on lit un petit Kirby et tout de suite, ça va mieux. Ça donne le sourire. Moi, voilà, j'apprécie beaucoup. Il est touchant et il est très rigolo. Moi, j'aime beaucoup Kirby. Après, récemment, j'ai eu une super surprise. Il n'est pas sorti, celui-là, avec le Animal Crossing, l'île de la détente. J'ai un coup de cœur vraiment spécial pour lui. Alors, c'est un manga, malheureusement, qui est que en 2 tomes. Mais c'est un shoujo. C'est hyper rare. En fait, celui-là, il est publié dans le magazine Chao Comics. Donc, c'est un magazine pour petites filles au Japon. Et c'est le premier manga adapté Nintendo pour les filles, à destination des filles. Et en fait, quand je l'ai lu, ça m'a fait tellement plaisir, ça a touché mon cœur de petite fille. Et j'ai trouvé que les valeurs qui étaient prônées dedans, c'est des valeurs qu'on retrouve dans le jeu Animal Crossing. L'entraide, le travail paye. C'est-à-dire le partage. Quand on se donne du mal à faire quelque chose, on a des résultats. Et je trouve que les valeurs qui sont prônées dedans sont très bien. D'ailleurs, je conseille ce manga à tous les parents qui ont des enfants. C'est pas que pour les filles. Là, il s'avère que l'héroïne est une petite fille, mais ça peut très bien convenir à des petits garçons aussi. Mais je conseille à tous les parents, s'ils se demandent par quel manga commencer, parce que ça peut être à partir dès qu'on commence à lire, vers 7-8 ans, ça c'est très bien. Les valeurs sont super saines. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent manga pour les petites filles et je le conseille. Voilà. Et donc, il sortira le 7 juin, mais on fera un petit récap à la fin des prochaines sorties à venir. Voilà, donc Iker, Florent, est-ce que vous avez un petit préféré dans tous les... Moi, mon petit préféré, c'est le beau livre Création d'un prodige, parce que ce Breath of the Wild, honnêtement, c'était pas pour moi à l'origine, je pensais vraiment pas y jouer. Et c'est en travaillant sur le livre que ça m'a vraiment ouvert tout cet univers-là. Et le fait que le livre soit énormément focus sur tout ce qui s'est passé avant les événements du jeu, en fait, m'ont créé vraiment une espèce de teasing général. Et à force de travailler dessus, à force de le relire avec Johanna, ça m'a vraiment donné une forte envie de jouer au jeu. Et le fait d'y jouer, voilà, j'ai vraiment adoré. Là, je suis sur Tears of Kingdom, comme beaucoup de monde, je pense, dans le monde actuellement. Et voilà, ce livre-là m'a vraiment transmis la passion pour ce jeu en particulier. Et alors moi, j'en ai 2. J'ai Hyrule Historia, qui m'a demandé 4 mois entiers de ma vie. Ça a été, voilà, vous savez ce que c'est, mais c'est très 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 long à traduire et très compliqué parce qu'il y avait des milliers de termes techniques à vérifier un par un. Donc je passais parfois une journée rien que sur une page, donc il y a 300 pages, vous imaginez quoi. Donc c'était un peu compliqué. Par contre, sinon le deuxième meilleur souvenir que j'ai, ça va être Twilight Princess, pour une raison un petit peu particulière en fait, c'est que c'est un truc que j'ai jamais raconté en fait. Donc là on est juste entre nous, ça va aller, mais pendant des années, j'ai organisé des voyages au Japon pour les gamers où je faisais rencontrer des gens de l'industrie du jeu vidéo, et on avait des soirées à Kyoto Nintendo où on faisait venir des sommités, et on a fait venir Akira Himekawa donc, lors d'une soirée. Et il y avait aussi monsieur Aonuma qui est le producteur des Zelda depuis 20 ans maintenant. Et pourquoi je raconte cette histoire, c'est parce que lors de cette soirée-là, lors d'une de ces soirées, monsieur Aonuma a été voir Akira Himekawa, donc que j'avais fait venir aussi, et il leur a dit, j'étais là à ce moment-là, il leur a dit, dites au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, j'aimerais bien qu'on se voit là prochainement, j'ai un projet à vous soumettre. Et elles n'avaient rien fait depuis Minish Cap. D'accord. Et quelques semaines plus tard, ils annonçaient le manga Twilight Princess. Donc en réalité, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que ça s'est fait à ce moment-là, quoi. Ah ouais, donc t'étais là quand ça s'est fait, quoi. J'étais pas là lors de la réunion, mais disons que ils s'étaient plus parlé depuis un certain temps, ils n'avaient plus de contact. Et c'est lors de cette soirée où on avait fait venir plein de gens cool qui s'étaient dit tiens, en fait, ce serait bien de retravailler ensemble. Et donc, c'est à partir de là que... Tu veux pas refaire des soirées comme ça? Ouais, je veux bien. C'est bien qu'ils se revoient pour Breath of the Wild. Oui, Phantom Hourglass, effectivement, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un des deux, je ne sais plus lequel est sorti en dernier, mais c'est peut-être Phantom Hourglass. C'est Force World, les derniers. Ou peut-être Force World, je ne sais plus. Ah non, c'est Hourglass. Oui, c'est ça, c'est Phantom Hourglass. Oui, c'est sur DS, Merci, c'est Minish, c'est sur GBA. Donc, oui, c'est Phantom Hourglass. Je vous le dis, moi, aux Akira. Ah ouais, je vois ça. Ouais, on voit ça. Je vois qui c'est en plus sur les réseaux sociaux également. Sinon, est-ce que vous avez des techniques à conseiller justement sur les jeux Nintendo ? Ou des petites cheats que vous utilisez pour jouer plus facilement?
Et à part le classique démarrage après le 2 Mario Kart. Voilà, ça, C'est déjà bien. C'est le truc que tout le monde utilise. Donc, Et Mario Kart, il y a la gâchette de droite dans les tremplins aussi, Ouais. qui met un boost en fait. Oui. Et une petite figure dédiée pour chaque perso différent. Après, on a les cheats secrets de notre fils, un peu à la limite de la légalité, donc on va peut-être pas les dire. comme le time. Alors bon, il y a le time travel d'Animal Crossing. Donc Mhm. si vous n'avez pas la patience d'attendre que vos cultures poussent ou que un tel ou tel personnage passe, voilà, vous pouvez faire un petit time travel. En fait, vous retournez dans les réglages de la console Tu et changes vous la table. avancez dans le temps. Et quand vous retournez dans Animal Crossing, en fait, ça fait pousser tout et vous pouvez faire vos récoltes plus vite et gagner de l'argent plus vite. Il est déjà en 2127, lui, non? Non, mais après, Non, à chaque mais, fois, il remet et puis il Ah, retourne. ah ouais. Ça, il récupère pas les légumes quand Si, il si, revient dans le temps? Ah bah si, il les récupère, mais après, il fout en l'air les récoltes de sa sœur qui hurle. Voilà, Voilà, tout c'est simplement. donc une seule console pour jouer. Alors, Voilà. mais dur. sinon, ouais, il y a le argent infini aussi dans Breath of the Wild. Toujours de notre fils. Voilà, donc Henrik, 12 ans, Il est dans qui tous les connaît bons un coups, peu ouais. tous les cheats. C'est le gros cheater Nintendo. D'accord. Voilà, donc si vous trouvez un débris de gardien sur la droite du château d'Hyrule, quand vous êtes en face du château, vous pouvez l'emmener dans le relais qui est le relais qui est en plein centre de la carte. Mhm. Et là, vous aurez une belle surprise. Voilà, j'en dis pas Voilà. plus. Ok. Sinon, est-ce qu'il y a des licences que vous auriez aimé avoir ou que vous aimeriez éditer? Alors moi, il y a eu 2 cas. Il y a eu le Metroid, publié chez Kodansha en 2 tomes. Et à l'époque, on est venu voir Kodansha, ils nous ont dit désolé, on n'a plus les droits avec Nintendo. Et ça, j'étais vraiment dégoûté parce que j'adore la licence Metroid et j'avais vraiment, vraiment espéré qu'on puisse proposer Metroid à nos lecteurs. Et l'autre, c'était Link's Awakening, qui est un formidable Zelda sur Game Boy et qui avait été publié par Square Enix, même je crois peut-être que par Enix d'ailleurs. Enfin bref, c'était Je sais très pas. ancien aussi. Et là aussi, impossible d'obtenir les droits. Et pour Fire Emblem, ça c'est un combat qui n'a jamais cessé. Il y a un excellent Fire Emblem chez Shueisha. On est plusieurs éditeurs à régulièrement tenter le coup. C'est bloqué. Mais je ne désespère pas un jour de trouver la solution. Mais Fire Emblem, c'est bloqué. Voilà. Pour D'accord. répondre à Zibi Game. À grand regret, hein, je suis un grand fan de la licence Fire Emblem, mais Peut-être un jour, mais on verra. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes à raconter avant qu'on finisse la partie Nintendo? Ou est-ce que vous avez fait le tour Bon, il y aurait encore plein de choses à raconter. Ouais, mais c'est il y vrai en que a là, dit tellement. comme ça, Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. ouais. Il y a Ok. l'anecdote un peu classée X du Zelda d'Ishinomori. Mais... Non, celle-là, on va pas la donner non plus, désolé, mais. Enfin, c'est comme vous voulez, moi ça m'est égal, hein, c'est pas mon live. Hein. Non, bon, on a eu un petit souci de visuel avec les Américains. Un visuel un peu tendu, on a dû déplacer le logo voilà, pour masquer. Non, ça, on le fera une prochaine fois. c'est ça. Sinon, ceux qui ont le livre le remarqueront peut-être en bougeant le logo ça. mentalement. Voilà. Ok. Donc, des prochaines sorties qu'il va y avoir, donc on a Animal Crossing l'île de la détente, donc qui sort le 7 juin, le tome 1. On a le Animal Crossing Journal de l'île tome 4, également qui sort à la même date. En gros, le 7 juin, on a une grosse fournée Nintendo, parce qu'il y a également donc, Splatoon contre Éclabousse tome 1 et Kirby Fantasy tome 6, si je ne me trompe pas. Ouais, j'adore réunir ensemble. Il y a peut-être un Mario aussi. Je sais pas. Non, je crois que c'est en juillet. C'est en juillet, Mario? C'est en juillet, Mario. Il Juillet, semble que- Mario. ouais. Parce Donc, qu'il y a là, Mario j'ai pas la... 20, ouais. Bah, j'ai pas la date exacte, mais en tout cas, toutes les informations sont sur le site Soleil. Il y en a régulièrement. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, Artbook Splatoon, on en a déjà parlé. Donc, pour l'instant, ce n'est pas au planning. Voilà, je pense qu'on a déjà répondu aux questions. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, effectivement, si quels sont vos jeux préférés et quels sont vos mangas adaptés de jeux vidéo préférés. Et en fait, chez Soleil Manga, on a pas mal de licences Nintendo qui comportent une partie vraiment importante du catalogue, mais c'est pas les seules adaptations de jeux vidéo en manga que vous avez éditées. Donc, Iker, est-ce que tu peux un peu raconter les autres licences telles que Suikoden? Alors, il est vrai qu'à l'origine, les premières licences jeux vidéo sont arrivées avec 2 autres licences, qui sont la première que je vais vous présenter, Suikoden. Alors pour l'occasion, il se trouve que le traducteur de Suikoden est également Florent Gorge.
Pourquoi je vous parle de ce titre-là? Parce que c'est vrai que en dehors de l'univers Nintendo, je suis un très grand fan de RPG. N'ayant jamais pu publier de Final Fantasy, Suikoden, c'était un petit peu mon très beau lot de consolation. J'avais énormément aimé les 2 premiers Suikoden, le 3 également. Pour information, Suikoden 1-2 doit revenir en remaster cette année, on n'a pas de date. Et donc ça a été une super aventure parce que voilà, j'ai pu travailler sur un jeu que j'apprécie énormément. Ça a été une belle aventure. On a pu travailler en collaboration étroite avec Konami, qui nous a beaucoup aidé aussi, en particulier avec des financements vraiment impressionnants. Et du coup, voilà, ça a été une belle aventure. On a pu faire venir Akira Akishimizu, pardon, bien sûr. Akishimizu pareil, hein, Aki. Ouais, c'est ça. Akishimizu a pu venir du coup en dédicace à Japan Expo en 2006. Elle était revenue en France après en 2010 également. Donc voilà, on a pu vraiment énormément travailler autour de cette licence-là. Et ça nous a permis de poser vraiment les bases de la collection jeux vidéo avant l'arrivée des titres Nintendo. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent découvrir ce petit bijou, c'est une aventure disponible en 4 tomes désormais, 5 tomes pardon, en version nouvelle version volume double. Et voilà, c'était moi mon coup de cœur hors Nintendo. Et une autre licence importante, c'était les Blizzard. Les Warcraft, ouais. C'est vrai que quand on est arrivé chez Soleil, en fait, notre prédécesseur avait aussi commencé à travailler avec les Américains. Et il avait obtenu les droits de publier les mangas dérivés de l'univers de Warcraft, donc qui était fait par Blizzard. Et donc on a eu l'honneur de travailler sur ces livres. Il y a eu beaucoup de volumes sur différents arcs de l'univers de Warcraft. Alors malheureusement aujourd'hui c'est un peu, on a perdu les droits de ces livres pour des raisons de droits étrangères à la France. Mais c'est vrai que ça nous a mis un peu le pied à l'étrier aussi sur les adaptations de jeux vidéo en manga. Sachant qu'en plus de ça, ces mangas étant en anglais, la petite anecdote, c'est que le tout premier Warcraft, c'est ton frère, Florent, qui l'avait traduit. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est mon frère qui l'a traduit. Ouais. Et les suivants, c'était Johanna et moi. Parce qu'on a continué, nous, après, parce que c'était des titres en anglais, ne parlant pas japonais, on a pu traduire... oui, parce que donc c'était des mangas, le format était manga, le style était manga, mais c'était des mangas fabriqués par des Américains. Donc ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait quand même un style un peu comics américain, notamment dans l'humour, et un truc effectivement un peu plus occidental que dans les... Le style était différent, en tout cas. Et c'était assez rigolo de travailler sur ces projets-là qui changeaient du style manga sur lequel on avait l'habitude de travailler. Voilà. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé travailler dessus. Ouais, sachant que ça nous a même amené, en travaillant avec Tokyopop, à travailler sur des licences improbables de jeux vidéo tels Hellgate London, donc jeu que très certainement personne ne connaît aujourd'hui, mais qui avait été à l'époque fait par le créateur de Warcraft. Donc on y avait énormément cru et on a dû en vendre au moins une centaine, peut-être 200 maximum. Ok. Bon, merci en tout cas pour toutes ces anecdotes. J'espère que ça aura intéressé les personnes qui nous regardent et que ça aussi que les personnes qui nous regardent, ça les incitera à lire les différents mangas qu'on a édités. Je pense qu'on va bientôt arriver à la conclusion, mais avant de conclure, on va faire un petit jeu, un mini-jeu pour cette émission, et ça va être les mauvais résumés. Alors, attends, j'ai juste vu qu'il y avait une question qui venait d'arriver. D'accord. Kirby aussi au-dessus. Ouais, alors, c'était donc... Comment avez-vous eu l'idée de publier les mangas Kirby en France ? C'est le délire de Johanna. Alors, je publiais déjà les mangas Mario. Et en fait, comme je recevais les magazines du Japon dans lesquels était publié Mario, donc comme l'a dit Flo, les Korokoro Comics, en feuilletant les magazines, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi les mangas Kirby. Et comme j'adorais ce personnage, j'ai convaincu un peu tout le monde de me suivre sur ce projet-là. Et alors, un peu comme d'habitude, me dit ça marchera pas, Kirby. Voilà. Et au final, je me suis un petit peu battue. J'ai fait une offre au Jap et ils ont accepté et je les ai publiés. Et voilà. Après, ils sont moins... on va dire moins fameux que les Mario, parce qu'effectivement, les gens connaissent un peu moins. Notamment, je pense aux enfants, peut-être. Après, avec les sorties des jeux, là, il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis, notamment... voilà, je pense que Kirby, il a sa petite notoriété quand même.
Et c'est un peu moins, on va dire, ça se vend un tout petit peu moins que les Mario, mais c'est quand même assez honorable. Alors, anecdote un peu rigolote sur ça, c'est qu'en fait, aucun autre éditeur de manga de jeux vidéo, dont je tairai le nom, lui aussi était intéressé. Et en fait, lui, il a été contacté par le producteur HAL en fait, du jeu, alors que nous, on contactait l'éditeur du manga. Et c'est vrai que du coup, ça s'est retrouvé un petit peu entre les deux. Donc c'était assez amusant, voilà, une espèce de petite guerre d'influence. Et voilà. Après, Kirby, c'est une licence au Japon aussi qui est exploitée par plusieurs éditeurs. Il y a notamment des artbooks. Voilà, je me suis fait souffler sous le nez le artbook Kirby. Je l'ai un peu mal vécu sur le coup. Mais en tant qu'éditrice de manga en France, j'ai un peu l'habitude de me faire souffler des trucs régulièrement. Donc ça va. J'ai arrêté de pleurer la nuit quand je me faisais piquer un truc. Mais bon, c'est vrai que Kirby, je l'ai un peu mal vécu parce que ça fait partie de la sphère Nintendo et j'aime bien un peu garder ça vers chez nous. Petit prix carré, ouais. Mais du fait que la licence soit éparpillée sur plusieurs éditeurs au Japon, ça rend un peu plus compliqué le travail pour récupérer les licences, quoi, en fait. Ok. Voilà. Alors ensuite, ce n'était pas trop dur d'avoir les autorisations de faire des goodies exclusifs au manga. Alors, ça ne l'était pas jusqu'à récemment. Voilà, je ne sais pas comment trop le dire autrement. Non, mais c'est une question qui arrive à point nommé, j'ai envie de dire. Jusqu'ici, en fait, c'est toujours compliqué. Le truc, c'est que c'est toujours compliqué de faire des choses quand il y a plusieurs ayants droit. Donc là, effectivement, on a Shogakukan, Nintendo, parfois d'autres encore avec Kirby, par exemple. Mais on essaie toujours de trouver un angle pour faire des choses. Notamment, moi, il y a un truc là. Tout à l'heure, Célia, tu me demandais une des choses dont tu es le plus fier. Bon, j'ai dit Splatoon, mais en fait, il y a des tas de trucs. Et il y a notamment le coffre au trésor Zelda. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est compliqué, c'est que dans la chaîne du travail sur ces licences-là, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de gens. Et il faut que dans la chaîne, ça fonctionne à tous les niveaux. Que tout le monde soit de bonne volonté à chaque niveau. Et quand on veut faire un truc qui sort un peu du rang, comme le coffre au trésor Zelda, d'ailleurs, c'est encore Flo qui est venu me voir et qui m'a dit... Regarde les Américains ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un vrai coffre au trésor avec les perfect éditions des Akira Imekawa. Et je dis, faut le faire pour la France, c'est génial. Mais c'est encore un projet. On a mis 2 ans à le faire aboutir parce que, alors il y a eu le Covid aussi où effectivement on n'avait plus de carton pour fabriquer des coffres et des trucs tout bêtes ou pour faire la puce qui fait du bruit. C'est un coffre au trésor, quand il s'ouvre, il fait ta-la-la-la. Donc on devait faire valider le son qui devait être le même son que dans le jeu. Et là, on a eu de la chance que toutes les personnes, à chaque étape, entre nous et Nintendo, elle fait en sorte que le produit existe à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est de la chance quelque part. C'est un alignement des étoiles. Quand toutes les étoiles sont bien alignées, on fait des trucs et on peut faire effectivement des goodies, des objets qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, c'est vrai que j'ai un rêve un peu, c'est de faire le coffret Splatoon avec les 16 premiers volumes du premier arc dans un coffret vertical, un truc un peu joli et tout. Mais ça va être... Voilà, ça va dépendre de tous les intermédiaires entre moi et Nintendo qui rentrent en jeu, qui ne sont pas toujours les mêmes, parce que nous, on est là depuis 17 ans, mais au Japon ou aux États-Unis, les gens, ils changent. Il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile quand il y a un maillon de la chaîne qui ne fait pas suivre, et ça peut retarder les choses, voire empêcher les choses. Et voilà. Est-ce qu'on aura des goodies à Japan Expo autour de l'univers Nintendo ? Vous le saurez quand on annoncera les goodies de Japan Expo. Oui. Il faut bien qu'on vous garde des choses quand même, pas tout annoncer non plus. Voilà. Après, là, on est déjà à 1 heure, donc on va pas pouvoir faire le mini-jeu, donc je le réserverai pour plus tard. Mais en tout cas, c'est pas très grave. On a été bavard, quoi. Oui, vous avez été bavard, mais je pense que ça a été super intéressant pour toutes les personnes qui nous ont regardés, en espérant que vous avez appris plein de choses. Par contre, t'as pas réussi à caser tous les mots, on dirait. Non, c'est pas évident. Il y a des mots qui c'était vraiment compliqués. Désolé. Et désolé Maëva, tes résumés, ils vont être utilisés pour la prochaine émission. Voilà. Alors, la réédition de Rose and Maiden, ça traîne sur notre bureau. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, ça traîne sur notre bureau. Donc, on sait qu'elle existe. Voilà, elle traîne sur notre bureau. C'est une réponse. C'est une réponse. Voilà. Merci en tout cas à Johanna, Florent, Iker d'avoir
partager autant d'anecdotes sur ces mangas. C'était vraiment super. Merci Célia. Merci. Merci Célia. Merci De Célia. rien. Et donc, merci beaucoup aux personnes qui ont regardé l'émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci Maëva à la modération. Merci beaucoup. Merci les gens. Oui, et merci beaucoup justement à tous les viewers sur cette chaîne Twitch. Pour conclure, est-ce que vous avez quand même une petite recommandation de fin pour finir l'émission en beauté, que ce soit manga ou pas manga, hein. Tears of Kingdom, hein. Très honnêtement, voilà. Depuis un week-end, c'est vraiment, vraiment chouette. Même si on peut se dire que techniquement, il n'y a pas 5 ans d'écart. Malgré tout, c'est vraiment une plongée extraordinaire dans l'univers Zelda. Moi, bon, écoutez, je vais rester corporate pour Soleil jusqu'au bout, mais je vous conseille, moi, la traduction qui me donne le plus de plaisir récemment, c'est celle d'Insomniac. Donc, allez-y, Insomniac, c'est très sympathique. Donc, voilà, ma recommandation du moment pour les Soleil manga, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a bien fait de l'inviter. Alors, ma petite recommandation, c'est pas une adaptation jeu vidéo, mais ça a quand même un rapport. C'est un manga qui s'appelle Coma héroïque dans un autre monde. C'est un manga en 9 tomes qui est publié par Kadokawa au Japon. Et en fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui va faire un coma à partir de l'an 2000 jusqu'en 2017. Et en fait, c'était un gros fan de jeux vidéo et il a perdu donc 17 années. Alors, c'est Coma héroïque dans un autre monde. Pendant 17 années, il est dans un monde parallèle de fantasy et il revient en 2017. Et c'est son petit-neveu qui est youtubeur, machin, qui va l'initier aux nouvelles technologies. Et donc, il y a un peu un récap des anciens jeux. Et avec les nouveaux, il y a une sorte de réconciliation entre l'ancienne génération et la nouvelle. C'est très drôle. Et moi, ça a été vraiment mon coup de cœur manga récemment. Voilà. Ok, super. Et il y a un animé aussi. Oui. Donc Maëva l'avait mis également, qui est dispo sur Netflix en plus, c'est ça, hein, je me trompe pas pour Coma héroïque. Coma héroïque, oui, je crois que c'est sur Netflix. Et Insomniac, c'est sur ADN. ADN. Voilà. Voilà, je pense qu'on a bien parlé pendant cette émission, donc merci beaucoup pour ces dernières recommandations. Du coup, n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch si ce n'est pas encore le cas et à activer les notifications pour suivre les futurs lives. Le prochain live, il aura lieu en juin, donc fin juin, et on parlera notamment de Japan Expo. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et vous pouvez également vous abonner aux newsletters sur les sites Delcourt et Soleil pour être au courant de toutes les nouveautés manga. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce live en replay sur Twitch et également sur la chaîne YouTube Delcourt Soleil Asie. Et je vous remercie et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Salut.